Bonjour tout le monde, moi aujourd'hui je vais vous parler de Python à Kotlin, donc ça va être un retour d'expérience un peu personnel sur la réécriture de certaines choses en Python vers du Kotlin. Il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de vous parler, donc je vais aller très vite, je suis désolé d'avance, mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas de talk juste après vu qu'il est annulé, et que du coup on aura tout le temps pour des questions, mais dans l'autre salle. Je m'appelle Alexis Chotard, vous me trouvez partout appelé Orgix, je suis SRE et coach DevOps chez Publicis Sapient Engineering, je fais plein de choses très variées, avec un background un petit peu d'Ops. Moi j'ai l'habitude de prototyper un petit peu tout ce que je fais en Python parce que je trouve que ça va vite. J'ai fait pour la première fois du Kotlin en octobre 2019, justement à l'occasion de ce sur quoi je vais vous faire un retour d'expérience ici. Donc c'est la première fois que je faisais du Kotlin. Depuis j'en fais plus régulièrement. Et puisqu'on parle de langage, moi j'adore Rust. Voilà. Petit warning en préambule, c'est un retour d'expérience personnelle sur une expérience personnelle. Il y a évidemment mes propres biais là-dedans, hein, ne serait-ce que le fait que je suis plus habitué à l'écosystème de Python qu'à celui de Java et compagnie. Donc voilà, prenez certaines choses avec un grain de sel, c'est aussi une question d'expérience personnelle sur certains points. Tout d'abord, de quoi est-ce qu'on va parler? Parce que c'est cool de dire qu'on va réécrire des choses de Python vers Kotlin, mais on va prendre justement l'exemple de ce que j'avais réécrit pour la première fois de Python vers du Kotlin. C'était de la gestion en fait des talks et de speakers d'une conférence, alors l'Exhibicon pour ne pas la nommer, qui était stockée dans GitHub. On ne va pas s'apesantir dessus, juste vous avez une liste de fichiers qui sont sur GitHub, un fichier par talk, un fichier par speaker, avec dedans les informations sur tout ça. Par exemple, pour un talk, on va se retrouver avec ce genre de choses. Donc le format, c'est une front matter en YAML, avec les métadatas et le body du markdown. Donc dans le cadre de talk, les métadatas, c'est le titre du talk, le format, la catégorie, etc. Et le body, c'est son pitch. Et dans le cadre d'un speaker, les métadatas, c'est son nom, prénom, handle Twitter, etc. Et le body, c'est sa biographie. Et qu'est-ce qu'on veut en faire de ça? On va déjà vouloir les parser pour pouvoir en faire des choses. Et l'objectif, c'est de pouvoir aller détecter un petit peu des erreurs là-dessus, des informations manquantes, un speaker qui n'aurait pas mis sa biographie ou qui aurait un to-do dedans, un talk qui n'aurait pas de speaker, ce genre de choses, étant donné qu'on est sur un format très loose, c'est juste du texte sur GitHub. On veut pouvoir détecter ça et détecter les informations incohérentes pour aller demander par exemple à un speaker de remplir sa biographie. On aimerait sortir des statistiques là-dessus, sur le format des talks, sur les catégories des talks, sur ce genre de choses. Et tout ça, on va principalement le lancer manuellement. C'est l'outillage qui a été fait à 2 semaines de la conférence pour nous faciliter la vie, concrètement. Donc c'est vraiment juste pour nous sortir ça manuellement et éventuellement être intégré dans un pipeline de CI. L'idée, c'est si on est capable de détecter qu'il y a des erreurs ou des incohérences dans les infos au moment où quelqu'un modifie un talk sur GitHub, c'est pas plus mal si on peut rejeter sa pull request sur le sujet. Et du coup, au début, je me suis dit, on va implémenter ça en Python. C'est bien, ça va bien se faire, etc. Ça ressemblait à quoi? C'était des scripts, vous l'avez en jaune, des choses pour générer des readme, le petit missinginfo.py qui contenait la majorité des choses. Ensuite, je me suis dit, on veut tester pour des cas d'erreur. Alors, on va utiliser les frameworks de tests de Python. On va avoir 2-3 tests là-dessus. Puis, ça commence à quand même faire beaucoup de choses à lancer. Alors, on va reverser dans un makefile, sans doute le côté un petit peu ops qui revient. Et ça commence quand même à devenir une belle pile de... Voilà. Globalement, on est sur quelque chose où je me suis dit, ok, on va aller 3 heures plus tard, à quoi ça ressemble, c'est pas ultra maintenable et compagnie. Donc, c'est cool, j'ai prototypé le truc un petit peu, ça répond un peu aux besoins, mais c'est pas très évolutif quand même, et j'avais envie de faire des choses un peu plus poussées avec. Et je me suis dit, on n'a qu'à tout réécrire en Kotlin, c'est génial, allez, pour la science, et puis accessoirement pour le fun aussi. Pourquoi Kotlin? Parce que Kotlin a quand même pas mal de momentum, entre guillemets, pas mal de traction dans la communauté, ne serait-ce que je suis Publicis Sapient Engineering, j'ai plein de collègues qui me disent « Kotlin c'est cool et tout », donc je me suis dit ça a l'air chouette quand même, je vais essayer. Et outre ça, c'était le côté, l'approche un peu fonctionnelle de Kotlin qui me paraissait appropriée, étant donné qu'on va être sur du calcul de stade, d'informations manquantes, sur des collections de données qui sont toutes chargeables en mémoire. Les speakers, les talks, etc. Donc cette approche fonctionnelle et ce qu'apportait la lib standard de Kotlin me paraissait pouvoir me faciliter la vie. Donc je me suis dit, c'est parti pour Kotlin. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous comparer 2-3 éléments qui m'ont dont la différence au final m'a marqué entre Python et Kotlin dans le résultat d'un point de vue code. Premièrement, la gestion des formats de talk avec les constructions de base du langage. Un format de talk, c'est une string, conférence, entre parenthèses 30 minutes par exemple, dans la front matter en YAML du talk. Et donc en raw, ça ressemble à ça, et ça, on va le parser, ça va nous donner une super string, conférence, entre parenthèses, 30 minutes. Et comme quelqu'un de très sage l'a dit il y a quelques années à une conférence, quand vous prenez des strings quelque part, globalement, vous devez gérer l'intégrale de Shakespeare en mandarin. J'ai pas envie de gérer l'intégrale de Shakespeare en mandarin dans mes strings, j'ai envie de me retrouver aussi rapidement que possible avec quelque chose de clair, où je sais que j'ai pas trop de surprises.
ce qui est un très bon use case pour des enums en l'occurrence. J'ai un nombre de formats de talk définis, des lightning talks, des fast tracks, une conférence, des retours d'expérience, etc. On pourrait mettre ça dans des énumérations. Et en Kotlin, en fait, on a mieux, et j'ai trouvé ça trop cool, c'est les enum classes. Donc des enums un peu sur stéroïdes, donc c'est cool, j'ai mes différentes values possibles, lightning talk, fast track, conférence, hands-on, rex, fast sponsor et sponsor. Mais en plus de ça, j'ai un certain nombre de fields qui sont définis là-dessus. Donc en l'occurrence, description, duration et préfixe, ce qui permet de représenter un peu toutes les infos là-dessus, sans avoir toute une classe, en ayant vraiment les propriétés d'une enum où j'ai juste un certain nombre de valeurs possibles, mais en ayant plus d'infos que juste c'est quoi le fil de mon enum en question, quoi. J'ai trouvé ça chouette parce qu'en fait, en Python, j'avais aussi une enum, il y a aussi des enums en Python avec ça, mais à côté de ça, je me baladais une map avec les préfixes, information qu'on retrouve ici dans l'enum class en Kotlin. Donc voilà, donc j'aurais pu faire quelque chose similaire aux enum class de Kotlin en Python. J'aurais pu faire une enum avec en valeur des named tuples, avoir un tuple avec des valeurs nommées dedans, mais c'est pas intuitif, c'est pas très idiomatique au langage, c'est pas ce qui m'est venu le plus naturellement en Python. Alors qu'en Kotlin, les enum class étaient là, ça répondait parfaitement à ce dont j'avais besoin, c'est cool. Et c'est chouette, on a ces enums, mais comment est-ce que on récupère ces enums à partir de la string en question, la conférence entre parenthèses 30 minutes. Comment est-ce qu'on va passer de cette string-là qu'on a parsée vers la valeur de l'enum. En Python, relativement entre guillemets simple, j'initialise entre guillemets une instance de mon enum. Tout le format, je lui passe entre parenthèses ma chaîne de caractères. Sauf que déjà là, si j'ai quelque chose qui ne correspond à aucune value possible de mon enum, ça va juste éclater. Et en Kotlin, ça m'est venu assez naturellement de faire ça du coup avec du pattern matching, ce qui est plutôt cool parce que déjà ça me force à gérer le cas où je tombe sur une description d'un talk qui n'existe pas, enfin sur la description d'un format de talk qui n'existe pas. Donc ça me force à le gérer proprement, puis voilà, c'est plutôt propre. Alors le fait de faire comme ça du pattern matching sur la string vers chaque description de format pour en sortir la valeur de l'enum qui va bien. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus génial, il y aurait moyen de faire quelque chose de plus simple pour pas avoir à répéter tout ça. Mais pour le nombre de valeurs que j'avais qui étaient limitées, vu que ça changeait jamais, c'est ce qui m'est venu naturellement et ça répond, ça fait plutôt bien le boulot. Et ce qui est intéressant en fait là, c'est que le toTalk format, je le définis sur quoi? Je le définis sur le type string en fait. C'est les function extensions de Kotlin qui sont vraiment, j'ai trouvé, géniales. C'est-à-dire que je vais vraiment aller étendre le type string avec cette fonction toTalkFormat. Ce qui fait qu'au moment en bas là où je vais aller récupérer ma string qui correspond à mon format talk, j'ai juste un point toTalkValue à faire dessus et c'est fini. Je me retrouve avec mon format qui est une valeur de mon enum class en Kotlin. Ce qui est vraiment, j'avais trouvé cool, ça permet d'étendre ça, c'est propre. Voilà, donc les function extensions et le pattern matching et les enum classes qui là-dessus m'avaient permis, je trouvais, de faire quelque chose de plus propre et de plus safe que ce que j'avais fait en Python. Ensuite, il y a le sujet de, c'est génial, on sait comment stocker tout ça un petit peu proprement, maintenant il faut aller le parser. Ces fichiers, il faut aller les parser avec cette front matter en YAML et ce core en Markdown. Il faut aller les parser et en Python ça se fait plutôt bien. Il y a un petit module qui s'appelle Python Front Matter qui est parfaitement fait pour ça, comme dans la plupart des langages qui ont des générateurs de sites statiques. Je pense à Go, à JS, à Ruby, etc. Voilà, on fait juste un load et puis c'est fini. On se retrouve avec quelque chose qui va avoir pour chaque fil de notre YAML qui va avoir un fil, on y accède comme un dict, et puis on va avoir un point content dans lequel on aura le corps de notre fichier. Donc en Python c'est cool, c'est simple. En Kotlin je ne peux pas vraiment en dire la même chose, parce que déjà j'ai dû me tourner vers CommonMark en Java, qui est fait pour gérer beaucoup plus de formats, et en fait j'ai dû me tourner vers celui-là parce que c'est la seule chose que j'ai trouvé qui gérait justement ces front matter en YAML. Et vu que c'est fait pour gérer beaucoup plus de formats que juste ça, en fait on se retrouve tout de suite avec un peu la lourdeur de ok, je vais devoir aller parser mon document, définir un visiteur dessus, aller l'appliquer à mon document, etc. pour en écrire tout ça, et en plus ce que ça m'en a sorti, c'était beaucoup moins utilisable que ce que me sortait l'équivalent en Python. Je vous allez pas lire le commentaire, c'est moi qui râle dans les commentaires. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est en dessous, vous verrez des points first, des points split, des points trim un peu partout, parce qu'en fait, CommonMark, pour des simples valeurs, des fois me renvoie des listes avec un seul élément, donc je dois le sortir de la liste. Pour les commentaires que je vais mettre dans mon YAML, en fait, lui, il les prenait comme faisant partie intégrante de la valeur. Il m'enlevait pas les commentaires. Donc au final, ça me donnait quelque chose de très sale, je trouve, là où en Python, c'était vraiment clean et il n'y avait rien à faire. Donc en gros, on est sur un écosystème, j'avais trouvé, qui était moins adapté peut-être à ce genre de use case un peu que Python, et où du coup, ça se ressent un peu sur le tooling.
Troisième point, quelque chose de très basique comme aller parcourir les dossiers, les fichiers, tous mes fichiers de speaker, de talk, etc. En Python, pour le coup, c'était plutôt moche, hein. La manière un peu idiomatique de faire ça en Python, c'est avec pas mal de boucles for un peu imbriquées. Pour aller exclure des fichiers de tout ça, ça se fait avec, on va le faire à coup de if. Alors, on peut faire un peu mieux, mais c'est la manière qu'on trouvera la plupart du temps dans de la doc, dans des discussions. Enfin, c'est vraiment la manière idiomatique de Python de faire ça avec une approche très impérative. Ce qui au final donne quelque chose de pas ultra lisible, de pas ultra propre à faire évoluer. Je suis persuadé qu'il y a des bugs là-dessus et je m'en suis pas rendu compte. Là où en Kotlin, c'est tout de suite beaucoup plus clean. On va faire ça à coup de filter appliqué directement après le directory walk. Et ça, j'avais jamais fait de Kotlin avant, hein, c'est-à-dire que c'est le genre de choses propres qu'on va trouver directement dans la doc. En tant que premier utilisateur de Kotlin, on arrive quand même à faire des choses clean. Je trouvais ça plus chouette que l'équivalent en Python. Donc encore un bon point pour Kotlin. Et enfin, je voudrais vous parler un peu de la partie Bootstrap, c'est-à-dire OK, j'ai rien et j'ai envie d'aller écrire un script en Python ou en Kotlin, et puis après, je vais pouvoir le lancer. Comment ça se passe pour passer de j'ai rien à part le tooling qui est installé à un projet, un script qui marche. Python, c'est plutôt assez direct, hein. Je vais faire mon petit virtualenv pour avoir une bonne version de Python. Et puis après, je pip install mes dépendances au fur et à mesure que je les utilise. De temps en temps, je les freeze dans mon recurrence.txt. Et globalement, c'est tout, hein. Je vais dans Python, mon main de 3 lignes, il va tourner, il n'y a pas de problème. Là où sur Kotlin, déjà, on va avoir besoin d'avoir quelque chose pour gérer nos dépendances et pour aller builder tout ça. Alors j'ai choisi Gradle plutôt que Maven. On va avoir besoin d'une hiérarchie d'un point de vue fichier, dossier qui est un peu plus complexe, un petit peu plus strict, qui est hérité du monde Java. Mais du coup, tout ça, c'est des petites choses, hein. C'est rien d'aller créer cet arbre-là, mais c'est des choses quand même en plus à faire que juste écrire les 3 pauvres lignes de script qu'on a envie de faire. Donc là-dessus, c'était le new project de IntelliJ qui m'avait facilité la vie. Et pour le faire tourner, dans un pipeline de CI par exemple, côté Python, on met en cache les dépendances et puis après c'est cool, on a juste à aller run notre script. Là où Kotlin, on doit quand même se taper à chaque fois l'étape de je vais aller rebuilder mon jar avant de le lancer. Sachant que pour tout cet outillage, que ce soit la JVM, que ce soit Python, etc., merci Docker dans un contexte de CI. Et basé sur ce point un petit peu négatif pour Kotlin, en fait, quelqu'un m'a dit mais en fait, tu sais, il existe Kotlin Script. Et effectivement, il existe quelque chose, c'est les fichiers .kts. C'est quoi? C'est des fichiers Kotlin comme les autres, sauf qu'on va mettre des instructions vraiment en top level, hein. Des assignations de variables, des définitions de fonctions, etc. Pas forcément dans des classes. Et on va pouvoir les lancer directement avec Kotlin, donc Kotlin C, -script et votre fichier KTS. Et ça d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser pour les fichiers Gradle que vous allez définir plutôt que d'utiliser un autre DSL. L'inconvénient, c'est que ça ne supporte pas plusieurs fichiers, on peut en filer que un, ce qui fait que c'est vite limité quand on veut faire quelque chose qui commence à avoir un petit peu cette complexité-là. Et c'est là qu'intervient Kscript qui vient un petit peu nous sauver la vie. J'ai découvert au final assez tard. Kscript qui va en fait pallier ce problème-là. Donc on va aller en fait, parce qu'il faut quand même définir nos dépendances, on va aller définir nos dépendances, les fichiers à inclure sous la forme d'annotation directement dans notre fichier KTS. Par défaut, il va aller prendre comme entry point une fonction top level qui s'appelle main, mais on peut aussi lui préciser un autre entry point dans une classe. Et ça va nous permettre d'aller run tout ça. J'ai eu 2 petites surprises en passant sur Kscript, des problèmes d'un point de vue import, étant donné que de manière très schématique, il va prendre tous vos fichiers et puis il va les mettre en un seul, et voilà. Il y a eu 2-3 clashs un peu sur les imports à base de ouais, mais CommonMark importe ça et toi aussi, donc il n'était pas très content, mais ça s'est vite résolu. Et ensuite, une mauvaise gestion sur la partie type alias. J'ai 2 type alias, speakers et talk, respectivement sur des listes de speakers et des listes de talk, et sur chacun, je définissais avec une function extension un get global stats. Et en fait, lui, il trouvait que ça clashait d'un point de vue signature. Il me disait, bah ouais, mais tu définis get global stat à chaque fois sur une liste, donc ça va pas. Même si ce qui est contenu dans ces listes, c'est quand même des types différents. J'avais pas ce problème-là avant Kscript. J'ai juste résolu en renommant les fonctions, mais quand même, ça nécessitait du coup une certaine adaptation là-dessus. Mais au final, Kotlin Script, ça marchait bien. Je peux vous le runner là vite fait. Voilà, on lance juste Kscript, le nom du script, votre fichier, ça va aller inclure, récupérer vos dépendances, compiler le tout, etc. Et vous le lancez. Donc ça me sort voilà, les speakers avec leur biographie qui manquait, les abstracts qui manquaient de talk, etc. Donc ça marche plutôt bien. Donc qu'est-ce que moi j'en retiens de ce passage de Python vers Kotlin? C'est un peu plus simple de partir de rien avec Python qu'avec Kotlin. Pour aller lancer purement des scripts à partir de rien, c'est encore un peu plus complexe avec Kotlin, mais Kscript vient un peu nous sauver la vie là-dessus, et on se retrouve avec une expérience similaire à Python. Merci l'interop avec Java de Kotlin pour les dépendances, pour les bibliothèques que j'ai utilisées, sinon ça aurait été vraiment galère.
J'ai vraiment remarqué une grosse différence entre l'approche que j'avais avec Python, très impérative, avec des list comprehension un petit peu de partout, des fois qui étaient un peu complexes, vs l'approche très fonctionnelle de Kotlin où je finissais très vite par chaîner plein de choses. J'ai adoré les enum classes, le pattern machine et les extension functions qu'il n'y a pas dans Python. Il y a dans d'autres langages ce genre de choses, mais ça m'a permis de faire des choses vachement plus clean. Et si je devais conclure sur 3 questions auto-posées, entre guillemets, est-ce que j'ai tout réimplémenté en Kotlin? Non, au final. Il y avait une partie de génération de README que je n'ai pas réimplémenté en Kotlin. C'était déjà galère de parser les fichiers en Kotlin. Je me suis dit, je ne vais pas aller essayer de les générer. La différence principale pour moi à la fin, c'est qu'en fait la version en Kotlin, même si c'était la première fois que je faisais du Kotlin de ma vie, ça m'a paru vachement plus maintenable, vachement plus clean, j'étais vachement plus content du résultat. Et si je devais le refaire, est-ce que je le ferais d'abord en Python ou d'abord en Kotlin? Je pense que je ferais pareil, je le referais en Python rapidement pour voir ce que ça donne, et je le réécrirais en Kotlin très rapidement. Merci.